Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici, je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti. Salut Anna, bienvenue dans Oser parler d'amour. Merci. Je vous présente Anna. Enchantée. Alors, je fais une petite intro et puis je te laisse te présenter après et puis on pourra échanger. Carrément avec joie. Donc, je vous disais qu'il y a la règle de bienveillance sans complaisance où on peut se dire les choses, on peut se faire avancer, on peut se bousculer, mais toujours avec beaucoup de respect, que ce soit entre vous dans le chat, envers les invités et envers moi. Et j'aime vraiment l'idée qu'il y ait une communauté solidaire, soutenante, où on peut vraiment se soutenir parce qu'il y a suffisamment de violence à l'extérieur pour qu'ici ce soit comme un cocon et qu'on s'y sente bien et qu'on se sente à l'aise et qu'on puisse se sentir libre de parler parce que ce soir, normalement, après notre échange avec Anna, il va y avoir des gens qui vont venir pour nous poser des questions ou nous exposer une situation et échanger avec nous. Voilà, en direct. Et pour ça, vous avez le bouton lever la main ou demander la parole. Et je vous conseille d'être sur un ordinateur ou d'être sur l'application Safari et pas sur Chrome parce que sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés pour vous connecter. Voilà. Donc, une fois le cadre posé, je vais donner la parole à Anna qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui. Comment tu vas, Anna ? Écoute, ça va très bien. Merci. Et toi, Amanda ? Ça va super. Je suis ravie vraiment de t'accueillir. Moi aussi, super contente de passer ce moment avec vous pour échanger autour de l'amour et de ces sujets passionnants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Oui, carrément. Bienvenue à tout le monde aussi. J'ai hâte d'échanger aussi avec chacun d'entre vous et puis de se nourrir en fait de ces échanges. Moi, pour vous expliquer, en fait, je suis écrivain. J'ai écrit des livres sur la beauté de la vie, sur l'exploration de soi. Forcément, quand on le voit comme ça, on peut se dire, bon, c'est un petit peu naïf de parler de la beauté de la vie. Mais ce qu'il faut retenir de mes écrits, c'est le fait que c'est pas parce que je parle de la beauté de la vie que j'exclus tout ce qu'elle a de difficile et tout ce qu'elle a de challengeante. Parce que mon propre parcours de vie est assez atypique, exceptionnel. J'ai un parcours de vie qui a commencé un peu dans la violence, dans l'injustice, dans plein de sentiments, on va dire, difficiles de l'humain. Oui. Pour vous raconter un petit peu. Tu peux nous en dire un peu plus parce que tu en parles justement dans tes livres. Ouais, je suis carrément en paix avec mon histoire et ça, je pense que c'est un beau cadeau à se faire en grandissant. Et je pense aussi que l'écriture nous aide à arriver à cette paix intérieure. Donc, pour vous raconter, quand j'étais plus jeune, j'étais placée en famille d'accueil dès l'âge de mes 10 mois. Et de mes 10 mois à mes 15 ans, je suis restée dans la même famille. Et dans cette famille, malheureusement, voilà, ça s'est pas très bien passé. Il y avait de la maltraitance physique, psychologique, plein de choses qui font qu'à un moment donné, à l'âge de 15 ans, je décide de partir. Et en fait, à 15 ans, quand on a 15 ans, quand on n'a pas de parents, parce qu'il faut savoir que j'avais une maman qui était diagnostiquée schizophrène, donc qui avait une maladie mentale assez développée qui faisait qu'elle pouvait pas s'occuper de moi. Une maman aussi qui venait des pays de l'Est. Donc, pour la petite anecdote, quand j'étais toute petite et ça, ce qui est rigolo, c'est que dans les cas de figure comme les miens,
on est confié à l'État, en fait. Moi, j'avais vraiment la position de pupille de l'État. Ok. Donc, c'est un rôle, entre guillemets, qu'on prend quand vraiment on n'a pas de... Enfin, c'est l'État qui est garant, en fait, de notre sécurité, du fait de pouvoir grandir dans des bonnes conditions. Et donc, quand j'étais toute petite, au moment où, enfin, quand j'étais bébé, en fait, quand je venais de naître, pour la petite anecdote, ma mère, en fait, avait demandé à l'infirmière présente ce jour-là s'il était possible de me vendre. Et bien sûr que le contexte de sa vie avant d'arriver en France joue beaucoup sur cette anecdote. Apparemment, dans les pays de l'Est, ça se faisait beaucoup de vendre les enfants. Mais c'est vrai que du coup, c'est rigolo parce que moi, j'ai quand même une vie qui était écrite. Donc, j'ai tout un classeur rouge où il y a toute ma vie avec les rapports des éducateurs parce que quand on est Et enfant t'as pu placé avoir en accès famille à ça? d'accueil, ah oui, j'ai pu avoir accès à ça à mes 18 ans, je crois, ou même un peu plus tard. J'ai dû chercher ce dossier. En fait, on a tout un historique de tout ce qui s'est passé pendant les réunions, parce que quand j'étais plus jeune, donc j'allais voir mes parents, enfin ma mère biologique en réunion une fois par semaine. Et après, en grandissant, ça s'est un peu estampé. Et mon père biologique, je le connais pas du tout, donc j'ai jamais eu de, bah, de traces de qui c'était. Ma mère, on va dire dans sa folie avec la schizophrénie, disait que j'étais la fille du prince Albert de Monaco. Et du coup, voilà. Enfin, la réalité, c'est que c'est pas du tout vrai et que bah, elle avait un peu buggé. Enfin, apparemment, c'est souvent que les gens qui ont des maladies psychologiques peuvent faire un peu une fixette sur quelqu'un. Ouais. Et souvent, c'est des célébrités. Souvent, c'est les présidents, tout ça. Et moi, cette anecdote, elle m'a valu beaucoup de moqueries de ma mère de famille d'accueil, d'ailleurs à l'époque, parce que voilà, j'avais des phrases du style "t'es folle comme ta mère", "de toute façon, je te garde que pour l'argent", enfin des mots qui blessent en fait, surtout quand on est enfant, qu'on n'a rien demandé entre guillemets, qu'on n'a pas choisi de naître dans cette famille et que ben en fait on n'est pas non plus. Enfin moi, j'ai jamais été comment dire, à me dire oh là là, pauvre de moi, pourquoi je vis tout ça. J'ai jamais été à me victimiser, mais je me disais que j'avais de la chance malgré tout, même si j'avais une vie atypique avec deux mamans que j'appelais maman. Une c'était ma mère de famille d'accueil, l'autre c'était ma mère biologique. Que ma mère biologique ne pouvait pas s'occuper de moi, que oui, elle avait des propos qui n'étaient pas très cohérents. Je comprenais bien tout ça quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que je j'avais pas ce regard de oh là là, c'est grave ce que je vis. Ça m'a fait beaucoup de la peine de voir que dans ma deuxième famille, dans laquelle j'étais très reconnaissante en fait, hein, bah, ça pouvait pas se passer bien non plus parce que clairement, ils avaient des croyances religieuses qui étaient très strictes. Donc, moi, en fait, depuis toute petite, j'aimais quand même les gens. Sur tous mes bulletins de notes, il y avait marqué bavardage. En fait, c'est rigolo parce qu'on se rend compte que le rapport aux mots, qu'on le veuille ou non, il est là depuis qu'on est tout petit. En fait, depuis tout petit, on a des mots qui nous collent à la peau. On a des mots qui peuvent être comme des étiquettes. Euh, pour la petite anecdote, moi, je sais que ma mère de famille d'accueil, elle me disait que j'étais susceptible. Et c'est rigolo comme les mots d'entrée de jeu sont là en fait dans notre existence. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que j'avais ce petit rendez-vous avec moi-même quand j'étais très jeune. J'écrivais des lettres à la vie. Et à l'époque, c'est là pour moi que mon lien à l'écriture est vraiment né. Dans ces lettres à la vie, à l'époque, c'était s'il te plaît, pense à moi, sauve-moi de là, parce que j'avais l'impression des fois qu'on m'oubliait, quoi, que moi j'avais l'impression que la Troisième Guerre mondiale, je la vivais chez moi en fait. Donc quand on est enfant, on a l'impression, il y a plein de choses qui prennent des proportions énormes. La détresse, elle est réelle, les coups, ils sont réels. Des scènes de vie où on se dit mais c'est pas possible, je vais y rester en fait. Et après des fois c'est pas je vais y rester, c'est moi qui vais mettre fin. Tout ça je l'ai traversé quand j'étais jeune et là aujourd'hui je m'en suis tellement affranchie que des fois quand j'en parle je me dis mais c'est pas possible, c'était d'autres vies. Et oui, c'était d'autres vies et en fait tout ça te crée beaucoup de choses en toi. La première c'est que ça te crée un mental et ça c'est réel. Parce que forcément, quand tu as vécu dans le dur, dans le réel, les choses, forcément, ça donne de la profondeur à ce que tu veux partager. Et au-delà du pire, existe quelque part quelque chose de beau malgré tout. Moi, je sais que cette expérience de vie, elle me permettait en fait de mettre
en perspective chaque mot en fait, chaque idée. Par exemple, la famille, la notion de la famille chez moi, ça a été beaucoup questionné quand j'étais jeune parce que forcément, quand tu nais dans un contexte de famille comme ça, c'est obligé. Pareil, l'amour. L'amour, forcément, tu peux pas te rattacher à juste l'amour de tes parents. C'est pas possible quand t'as pas cet amour-là. Donc, il y a une petite anecdote comme ça où quand à l'âge de 15 ans, je pars de ma famille d'accueil et je me retrouve à aller de foyer en foyer. En fait, il y a une période où je tombe malade, j'avais une infection au rein et je suis dans la salle d'attente du médecin et je parlais. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été très communicante, mais de manière générale. Ça veut dire que je pouvais rencontrer des gens comme ça qui lisaient un livre, j'allais leur parler et puis c'est comme ça que j'ai rencontré de très beaux livres dans ma vie. Ou des gens comme ça où on échange sur des sujets de la vie en fait, tout simplement. Et cette personne, on avait échangé ensemble, elle m'avait dit, mais en fait, aujourd'hui, tout ce qui vous retient encore, tout ce qui vous fait du mal encore, en fait, c'est ce qui va vous donner vos ailes de demain. Et c'était rigolo, comme des fois, il y a des gens, des rencontres comme ça qui nous donnent des J'allais mots te demander parce que dans la vie est tellement belle. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as une maturité. Je sens que tu as une maturité depuis très jeune qui est bouleversante même. Et je me suis posé la question en te disant si tu avais fait des rencontres particulières. Donc il y a celle-là dont tu parles à l'hôpital. Mais s'il y avait des gens qui t'avaient marqué, qui t'avaient transmis, parce que tu dans tes livres, tu transmets beaucoup de philosophie, d'une manière de voir la vie qui, et je te l'ai dit d'ailleurs, ça m'a personnellement apaisé de te lire et ça m'a permis de débloquer un truc dernièrement là où j'avais besoin d'un coup de pouce et ça m'a donné ce coup de pouce. Quelles sont les rencontres qui, que ce soit avec des auteurs d'ailleurs, comme tu dis, tu parlais des livres là à l'instant, ou avec des gens. Qu'est-ce qui a pu t'aider parce que ça avait l'air vide au niveau affectif, intellectuel, ce que tu décris comme environnement quand tu étais enfant. Alors, je dirais pas que mon environnement d'enfance était vide au niveau intellectuel et même au niveau émotionnel. Il y avait quand même une forme d'amour, une forme d'attachement. Moi-même, j'ai vécu une forme de fidélité parce qu'on reste pas 15 ans dans une famille, même si on se fait taper dessus et qu'on se fait humilier sans avoir une forme d'attachement, une forme de fidélité. Moi, pendant 15 ans, j'ai rien dit à mon éducatrice alors que je la voyais une fois par mois ou une fois tous les trimestres, je sais plus. Mais il y avait une équipe de pédagogues qui était autour de moi et pourtant ils ont rien vu pendant toutes ces années-là parce que en fait ma façon d'être elle a toujours été la même, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sourire collé au visage et au-delà, voilà, on pouvait me mettre des claques juste derrière dès qu'il y avait l'occasion de sourire, je souriais, tu vois. Donc ça c'était ce que je vivais. Maintenant quand on parle de l'enfance et de la richesse des relations. Moi, je pense de suite à ma meilleure amie d'enfance, Clémentine, que j'ai rencontrée à l'âge de 7 ans. En plus, c'est rigolo parce que 7 ans, c'est quand même l'âge de raison. Il y a des moments clés dans notre vie. Et avant Clémentine, j'avais eu aussi des copines qui faisaient oxygène, en fait, dans ma vie, dont je me souviens toujours et avec qui j'ai toujours gardé contact, même si on s'est éloigné avec nos vies. Et Clémentine, en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on a 7 ans, quand on est enfant et que on trouve une amie qui nous ressent, qui cherche à nous comprendre, qui commence à nous ouvrir les yeux. Tiens, ça, c'est pas normal. Pourquoi ta grande sœur, elle te parle comme si t'étais un chien? Pourquoi, même si un chien, faut pas parler mal non plus. Moi, j'adore les animaux et on n'a pas à parler mal à un chien ou mal à un humain. Le respect, c'est important. Mais en fait, quand j'ai eu cette amie-là qui est rentrée dans ma vie et qui m'a suivie pendant des années et aujourd'hui encore, on est en contact, eh bien en fait, ça fait ouvrir les yeux et c'est important en fait. On sous-estime toujours le regard qui dévisage, tu vois, le regard de ah mais c'est pas normal ça en fait. Et ce regard-là en fait, il est tellement précieux parce qu'il permet cette prise de conscience de ah ben tiens en fait dans le regard de l'autre, dans une famille où il y a de la maltraitance, ça devient ta norme parce que tu sais pas comment c'est à l'extérieur ou chez les autres et pour toi c'est la norme, ça se passe comme ça en fait et tu le remets pas en question, d'autant plus que c'est tes figures d'attachement et c'est les gens qui sont censés prendre soin de toi et donc pour se protéger, l'enfant se fait croire que c'est normal.
Ouais, en fait, au-delà de la protection, parce que tu sais, quand tu te prends des claques dans la gueule, tu sais que c'est pas normal. Tu sais que quand t'es en pleurs et que c'est la Troisième Guerre mondiale dans ta tête, c'est pas normal. Tu le sais, mais en fait, il n'y a pas d'issue parce que tu connais que ça. Et tu sais pas comment fuir à ça. Tu sais, t'en as aucune idée. Tu vois. Donc, euh, donc ça a été la première rencontre qui m'a beaucoup aidée, qui m'a autorisée en fait à remettre en question, à, à dire, ben en fait non, c'est pas normal dans mon esprit, et petit à petit à m'échapper de cette situation. Après, forcément, en grandissant, il y a eu plein de belles rencontres. Euh, Au-delà des belles rencontres, il y a l'autorisation en fait de partager, d'échanger. Et ce qui fait que tu fais des belles rencontres qui vont avoir un impact dans ta vie, c'est le fait d'autoriser la rencontre, de d'être ouvert d'esprit. Euh, Vraiment, en fait, ce que je veux dire, c'est que On parle s'il beaucoup de faut... ça dans ton livre. Alors, je voulais juste dire un point qui me paraît important parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que quand tu étais enfant et que ça n'allait pas et qu'il y avait de la maltraitance et que pourtant tu avais un sourire que au visage, ce que j'aime dans tes livres, c'est que tu transmets de la joie, de l'amour, de la légèreté, mais que c'est pas ce que on peut voir de plus en plus sur Instagram, dans des espaces comme ça où c'est je vais bien, tout va bien, tu vois, la psychologie positive et bienveillante où il faut se répéter des mantras pour dire que je suis merveilleuse et que tout va bien. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, pour connaître Anna, je vous le dis, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que tu vas vraiment en profondeur regarder ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, et en même temps, tu en ressors une ouverture au monde. Et ça transparaît dans le fait d'aller rencontrer, d'ouvrir, je trouve que tu transmets des clés qui sont fondamentales pour pouvoir s'ouvrir. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que pour la petite anecdote, j'ai écrit donc mon premier livre qui s'appelle La vie est tellement belle. Et quand on partage un message, on espère que notre message va toucher notre audience et que les gens vont nous comprendre, ou du moins, on sait qu'il y a toujours une interprétation, que chacun s'approprie les mots. Mais c'est vrai que les mots qu'on utilise, ils ont quand même du sens et c'est précieux en fait. Et quand j'ai partagé La vie est tellement belle, pour moi, le tellement, il vient chercher, il vient englober, il vient dans la profondeur de l'existence, il vient montrer qu'en fait, je dis pas la vie est belle et je suis pas là à dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, la réalité, elle est complexe. En fait, c'est ça, c'est que la réalité, elle est autant complexe que merveilleuse. C'est autant un miracle qu'un défi. Euh, et euh, et c'est Peut-être vrai je peux lire un que... passage de ton livre qui justement qui parle de ça, où tu Vas-y. dis la nature, l'être humain, les couchers de soleil, tout est beau dans la vie. Tout est vraiment beau dans la vie. Il y a les matins brumeux et les nuits étoilées. Il y a les instants de désespoir profond et les moments de félicité. Il y a toutes les souffrances du monde et la magie de l'ataraxie. Il y a les sanglots de douleur et les rires qui volent en éclats. Il y a nos peurs les plus enfouies et par-dessus toutes ces choses-là, il y a l'amour qui règne en roi. Il y a la possibilité de vivre toutes les émotions, de s'aider à grandir, d'apprendre à aimer. Il y a le monde de tous les possibles qui se cache dans les mots de nos esprits. Il y a toutes les explorations de l'être humain que nous pouvons faire. Mm. Il y a la vérité et l'amour. Mettez vos yeux d'enfant, ces yeux qui étaient remplis d'amour inconditionnel et qui voyaient réellement la beauté de la vie et toutes ses couleurs aussi. Vivre chaque jour comme étant le premier et le dernier, nous permet de savourer réellement tout ce qui est magique dans notre expérience. Cela rend chaque instant unique et d'une très grande valeur. Incroyable. Ça, j'ai des frissons à te relire à haute voix. Tu vois, ce Ah, moi, passage. je trouve ça trop beau d'écouter nos mots de la voix de quelqu'un d'autre. Je trouve ça aussi super beau. Ça donne encore plus de résonance. D'ailleurs, dites-nous dans le chat Ouais. ce que ça vous fait, ce que ça fait résonner, tout ce que Anna nous dit là depuis le début, ce texte aussi, si ça provoque quelque chose en vous, ça m'intéresserait de savoir.
Et du coup, tu parlais de Clémentine comme rencontre. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui t'a... Ouais, je pense à des amis. Alors c'est rigolo parce que forcément, en fait, je suis en train de me dire, dans les rencontres qui m'ont le plus touchée, il y a eu aussi ma petite sœur de famille d'accueil, Pauline. Okay. Et je pensais avant elle, je pensais à Fanny et Kevin, qui étaient un couple d'amis qui m'ont, grâce à qui j'ai ouvert les yeux sur sur tout mon monde intérieur, des personnes qui sont d'une beauté mais tellement waouh. Parce que elles ouvrent, elles font ce pont entre soi et soi, et je pense que c'est ça aussi que je souhaite créer dans mes livres, ce pont entre soi et soi, ces découvertes intérieures, parce que il y a toujours ce truc où quand des gens autour de nous se sentent autorisés à explorer, à être, à incarner ce qu'ils avaient envie d'être, d'incarner, à côté, ça nous autorise en fait inconsciemment, sans qu'on réfléchisse en fait. Ouais. Et je pense que dans l'écriture, c'est ce que je te disais juste avant d'arriver dans la salle, c'est que dans l'écriture, il y a ce truc-là où quand quelqu'un s'autorise, quelque part, on peut s'autoriser nous aussi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est beau. Tu me disais quelque chose de merveilleux par rapport aux mots, que pour toi, les mots, c'était comme une combinaison. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai eu l'amour des mots vraiment, on va dire de façon consciente. Quand en fait, j'ai un carnet, d'ailleurs, je crois que je l'ai là. Ce carnet-là, c'est un carnet où j'ai noté en fait tous les mots qui m'ont touchée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression, j'ai l'amour de la citation, et on a l'impression des fois qu'il y a des mots qui sont comme des combinaisons. Et quand on les lit, il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre en nous, il y a un pont qui se crée à l'intérieur de nous-mêmes, où on se dit, en fait, le chemin, il est juste là. Et c'est vraiment une sorte de combinaison secrète qui ouvre un espace en nous. J'adore, je connaissais pas du tout cette image, ça m'inspire beaucoup. Je trouve ça très beau et très juste. Il y a des phrases, comme tu disais tout à l'heure, il y a des mots qui marquent et qui blessent et qui laissent une empreinte, mais il y a aussi ceux qui ouvrent des portes à l'intérieur de nous, des portes secrètes, où il y a tout un tas de trésors et de ressources qui sont cachés, et j'adore cette idée-là. Entièrement. Tu accompagnes des personnes à écrire justement écrire leur histoire, alors que ce soit professionnellement parlant en optique d'être publié, ou de manière personnelle, donc à visée plutôt thérapeutique. Ouais, entièrement. En fait, j'ai un programme d'accompagnement sur 12 mois où on part de l'idée, de l'envie, et on va déjà en amont explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour aller avec l'écriture à la fois créer un pont à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Il y a ce travail avec l'évidence, avec le ressenti, avec l'écoute de nos émotions, avec cette notion d'exploration de soi. Là où je sais qu'on a tendance à mettre mes livres dans la case développement personnel, la réalité c'est que je fais un petit pas de côté. Je dis pas aux gens qu'il faut être 100% guéri, 100% soi, 100% productif. Enfin voilà, je suis pas du tout dans cette optique-là. J'ai plutôt un discours de explorant, allons chercher l'aventure, découvrant, ouvrant le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on peut créer de différent en nous? Qu'est-ce qui existe qu'on voit pas encore? Tu vois, donc il y a vraiment une invitation à la douceur aussi. Là où il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de il faut, il y a beaucoup de on doit. Pourquoi pas faire différemment? Oui, tout à fait. Mais je te rejoins. Ça fait écho à ma manière de voir les choses et de faire, d'aller explorer, d'ouvrir certaines voies, de le transmettre, de pouvoir aussi inspirer l'envie d'aller pour soi, de faire pour soi, de tester des nouvelles choses. Donc, ouais. Il y a des super retours dans le chat, tu iras lire après, mais t'as vraiment des beaux retours. Il y a Catherine qui nous dit « J'adore cette façon de vivre, qui était aussi la mienne et que j'entends rarement. Alors merci Anna. » Béatrice qui dit « Tu es merveilleuse Anna, merci pour ce partage qui nous fait tellement du bien. » Stéphanie qui dit « Quelle résilience. » Voilà, beaucoup de mots d'amour. Merci à vous. C'est génial, c'est précieux vos retours.
Ça fait du bien ça nous fait du bien aussi, et j'imagine Anna de lire ça. Ouais. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de l'amour, l'amour et tout, ton deuxième livre? Et j'ai mis l'adresse d'ailleurs, si vous voulez acheter les livres d'Anna, je vous ai mis l'adresse internet et puis je la mettrai en replay dans la description de l'épisode. Peut-être que tu peux nous parler de ta vision de l'amour, puisque on est dans Oser parler d'amour. Avec joie, entièrement. Et excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Tu m'avais dit un jour une chose. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu écrire Oser Oui, l'amour et tout. Voilà, l'amour et tout. Pardon. J'adore. Donc oui, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle L'amour et tout, un phare qui guidera votre vie malgré tout. Et pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre, c'est qu'un été, j'ai 2 amies qui se séparent de leur relation. Et du coup, donc mes 2 amies qui s'appellent Marie et Marine, forcément, elles sont en pleurs, forcément, elles sont tristes, forcément, elles comprennent pas. C'est un peu un séisme dans la vie quand on a une séparation d'amour. Et bien sûr, quand on est amis, quand on est proche des personnes avec nous, on a envie en fait de les aider, on a envie de leur faire passer des messages, on a envie de prendre aussi notre expérience et de leur partager et de leur dire c'est ok que ça fasse mal parfois. Mais la réalité, c'est que quand nos amis, nos proches vivent ces moments-là, c'est très difficile de donner ces mots-là sans que ça vienne heurter ou sans que ça vienne encore plus blesser. Donc, à ce moment-là de leur vie, j'étais très présente et en même temps, je me disais, mais il y a tellement de choses sur l'amour que ces dernières années m'ont permis d'explorer, de ressentir, de voir et parce que aussi, moi-même, dans mon parcours vis-à-vis de l'amour, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'avais une part de moi qui était très dépendante affective, qui pensait vraiment que mon épanouissement personnel, ça allait être que grâce à l'amour d'une relation. Il allait venir te sauver. Voilà. Qu'un homme allait venir, tu l'écris comme ça d'ailleurs, un homme allait venir te sauver. Complètement. Mais même quand j'étais très jeune, hein, quand avant même de partir de ma famille d'accueil, je pensais vraiment qu'un homme allait venir me sauver. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée qui venait me travailler. Et après, c'est normal, j'étais une jeune femme, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est un peu les moments où tout le monde vit un peu ses premiers crushs. Donc en fait, t'as ces idées-là qui viennent et en fait, la réalité concrète, c'est que ça n'a pas été un homme qui m'a sauvée, c'est moi-même qui me suis sauvée des méandres de ma vie. Et ça a été le cas quand je suis partie de ma famille d'accueil, mais ça a été le cas aussi après, à chaque fois que j'ai eu des relations dans ma vie. J'ai eu la chance quand même d'avoir de très belles relations amoureuses. Et ça, c'est un beau cadeau parce que je sais, pour avoir parlé avec beaucoup de femmes, que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, de ce côté-là, je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises aventures en amour. Au contraire, j'ai toujours eu des personnes qui me respectaient. Les hommes qui ont fait partie de ma vie, je peux pas les critiquer. En fait, c'est juste pas possible. Donc après, voilà, je pense que c'est le destin. En fait, on sait pas pourquoi les destinées se croisent et se rencontrent. Mais à ce moment-là, oui, que ça se passe bien et que tu t'en souviens bien. C'est clair. Après, c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il n'y a pas eu des choses Enfin, tu vois, quand j'ai eu cette période où je me sentais dépendante affective, bien sûr, c'était douloureux. Bien sûr qu'il y a plein de relations où tu viens travailler des choses en toi. Mais globalement, ouais, l'amour, la relation amoureuse a toujours été belle. Juste, j'avais encore des choses à travailler et ça m'a donné vraiment envie d'écrire ce livre, L'amour et tout. Parce que l'amour et tout aussi, ce qui est rigolo, c'est que ces mots, et j'en parle dans L'amour et tout au tout début du livre, parce que je commence toujours mes livres par une anecdote en fait. Et dans L'amour et tout, j'explique que pour mon premier tatouage, donc je suis quelqu'un qui est tatoué en fait à plusieurs endroits. Mon tout premier tatouage, j'avais vraiment envie de noter des mots précieux qui allaient guider ma vie en fait, qui allaient porter mon destin en fait quelque part. Et à ce moment-là, à cette période-là de ma vie, j'ai lu le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et quand je referme le livre L'Alchimiste, l'anecdote me revient quand tu la racontes. Oui. Je referme le livre de Paulo Coelho et là d'un seul coup. Vraiment, je repars de ce livre avec les mots l'amour et tout. Et
si on m'avait demandé quel est le message central de Paulo Coelho, qu'est-ce que Paulo Coelho dit dans son livre, j'aurais dit l'amour et tout, en fait. Enfin, c'est ça son message central, tu vois. Et donc, je vais chez le tatoueur me faire tatouer Love is All dans le cou et dans la nuque derrière. Et en fait, persuadée que ces mots existent dans le livre de Paulo Coelho. Et des années après, je relis le livre de Paulo Coelho et je me rends compte qu'en fait, il dit tout est une seule et même chose. Donc en fait, il dit pas du tout l'amour et tout, en fait. Mais moi, j'étais persuadée de ça et je trouve que c'est un peu la magie de l'écriture aussi. De quoi? Tu l'avais entendu? C'est ça, c'est ça, c'est... Ce que tu en avais fabriqué, ce que tu as reçu de lui, et probablement qu'il y a aussi de ça dans son écriture à Paulo Coelho. Je pense, parce que Paulo Coelho partage aussi de très beaux messages. Dans son écriture. C'est ça, complètement. Tu as alchimisé l'alchimie. En plus, son livre, son livre s'appelle L'Alchimie. Pour moi, c'est les mots sont joueurs. Il y a vraiment cette idée qu'on est tous des messagers, qu'on le veuille ou non aussi. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne aujourd'hui les gens à écrire leurs livres, à découvrir les mots. Notre vie est un message, en fait. Qu'on le veuille ou non, notre vie est un message. Qu'on utilise le pouvoir des mots ou pas, on est tous des artistes de la vie. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait, en fait. À partir du moment où on est vivant, à partir du moment où on interagit avec les gens autour de nous, à partir du moment où on est dans ce monde, on est là, en fait. Donc, à partir du moment où on est là, on transmet des messages par notre attitude, par nos actions, par ce qu'on fait de notre vie de tous les jours. Et je trouve que c'est beau d'explorer ces messages et de les partager. Et donc, c'est comme ça que l'amour et tout est né, parce qu'en fait, j'ai souvent, et beaucoup d'artistes mettent l'amour comme un sentiment, que ce soit un sentiment amoureux, un sentiment dans la famille, un sentiment, et on a souvent mis l'amour à l'extérieur aussi de nous, avec justement ce truc d'éducation. Si t'es sage, t'es un gentil garçon et t'as l'amour de ta maman. Si t'es pas sage, je te punis. Et tu vois, c'est très contrasté. Après, bien sûr, j'espère que tout le monde n'a pas vécu comme ça son enfance et son éducation. Mais il y a quand même ce truc-là. Et c'est peut-être pas tout le temps quand ils sont tout petits. C'est quand les enfants grandissent, quand il y a les études, quand il y a les choix de carrière. Si tu fais ces études-là, tu as mon estime. Et si tu fais pas ces études-là, là, en fait, t'as plus je te reconnais plus quelque part. Les choix de carrière, les choix de relations, les choix. Enfin, il y a plein de choix dans la vie qui sont entre guillemets jugés ou pas acceptés. Et en fait, l'amour est souvent conditionné et souvent on le met à l'extérieur dans nos fonctionnements. Là où, pour moi, l'amour devrait être un ingrédient, en fait, un ingrédient qu'on a à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on chemine à l'intérieur de soi, à partir du moment où on découvre cet ingrédient, qu'on le met à l'intérieur de nous de la bonne façon, qu'on apprend à s'aimer. À s'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se regarder dans un miroir et dire « je t'aime ». Non, c'est pas ça. Ça peut aussi, ça peut aussi. C'est pas que ça. Ça peut aider, mais pour moi, c'est pas ça. C'est s'aimer quand on échoue. C'est se tenir par la main sur nos projets. C'est le vrai amour, c'est vraiment s'aimer quand on n'y arrive pas. C'est ça. Et se pardonner aussi, se pardonner de nos erreurs, se pardonner de nos échecs, se pardonner de notre imperfection, se pardonner de nos limites, se pardonner de nos paradoxes. C'est facile de s'aimer quand on y arrive super bien, prime, quand tout va bien, évidemment. C'est ça. Et donc, en fait, il y a toute cette invitation à, ok, l'amour, c'est peut-être pas juste un sentiment, là où beaucoup de gens le mettent dans un sentiment, et l'amour, ça peut devenir un ingrédient. Et si je commence à mettre l'amour comme un ingrédient que j'ai à l'intérieur de moi, que je peux créer à l'intérieur de moi, de moi-même, et que je peux donner comme un cadeau. Il y a une citation, alors dans mon bureau, j'ai des citations de ce livre-là, parce que j'avais fait une soirée de lancement du livre. Il y a une citation que j'adore, que j'ai écrite, qui dit « Tout le monde cherche l'amour, mais personne ne pense à le devenir ». Et c'est tellement ça. C'est exactement ça. Tellement ça. Ouais. Et comment on devient l'amour? On devient l'amour en étant présent, on devient l'amour en écoutant, on devient l'amour en se pardonnant, on devient l'amour... Il y a une phrase qui m'a fait énormément de bien, donc je te disais, c'était, je crois que celle-là, cette phrase-là, c'était dans La vie est tellement belle. T'as dit quelque chose qui est on ne peut recevoir que ce qu'on est prête à donner.
Et alors, ça a ouvert un truc. Tu vois, tu parlais de combinaison qui ouvre des coffres et des codes. Ça a ouvert un truc à l'intérieur de moi. J'en suis émue rien que de t'en parler, de vous en parler, parce que je l'ai. Et au début, elle m'a fait mal, et je me suis dit, mais en fait, regarde à cet endroit-là, ce que tu donnes pas, en fait, c'est pas du vrai don, c'est pas, et tu voudrais recevoir avant de le donner, et peut-être que la solution, c'est d'ouvrir et d'accepter de le donner sans contrepartie et sans savoir si ça va t'être rendu, si ça va, et c'est vraiment ça a ouvert un champ énorme. Donc merci pour cette phrase-là, et ça résonne avec ce que tu viens de dire. C'est devenir l'amour, c'est être prête à donner ce qu'on n'a peut-être pas reçu, pas encore reçu, et en fait, en le vivant, en le ressentant, on se le fait vivre à soi en premier lieu. Complètement. Complètement. Je pense même que c'est très difficile de donner à l'autre ce qu'on s'est pas donné à soi. C'est-à-dire que si je me suis pas donné de l'écoute, si j'ai pas pris le temps d'apprendre à m'écouter, à écouter, et s'apprendre à s'écouter, c'est pas tiens, j'ai envie de faire du shopping, j'y vais, ou tiens, j'ai envie d'aller à la mer, j'y vais. Non, s'apprendre à s'écouter, c'est écouter le dialogue intérieur, écouter nos idées qui sont pas les plus belles à exposer, écouter nos peurs, nos craintes, écouter ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait pleurer, accepter aussi que ces choses-là nous traversent. C'est ça, s'écouter. C'est écouter pour de vrai, écouter notre injustice, écouter voilà tout ce qui est difficile en nous. Si j'ai appris à m'écouter, derrière, je vais beaucoup plus facilement réussir à écouter la personne en face de moi. Absolument. Et ça vaut pour tout. Si j'ai appris à m'aimer, moi, ce que j'apprends à aimer chez moi, alors je peux l'accepter de l'autre, et je sors du jugement. Et absolument. Il y a ce lien entre soi et l'autre qui est tellement intéressant. Et si je suis pas proche de moi, comment je peux être proche de l'autre, ou comment je peux demander à l'autre d'être proche de moi? Tu vois, il y a vraiment ce truc où dans nos relations, on vit dans nos relations ce qu'on a réussi à vivre en amont à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a un livre qui me venait aussi, je sais pas si tu l'as lu, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Ouais. Qui donne aussi des clés assez fabuleuses. Si tu devais, toi, conseiller un livre qui t'a marqué sur l'amour, ce serait quoi? Alors, sur l'amour, alors forcément, je dirais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Après, c'est des messages dans les messages, parce que je sais pas si on peut déjà dire la citation ou s'il faut attendre la fin. Ah, on attend la fin. On attend la fin. D'accord, alors je fais un petit signe. Ok. Restez jusqu'à la fin si vous voulez la citation d'Anna sur l'amour. Oui, et puis en fait aussi, c'est ça en fait. J'ai beaucoup aimé beaucoup d'auteurs qui parlent de l'amour, l'amour déchirant, l'amour. Je crois que c'est une citation de Albert Camus qui dit que l'homme et la femme, ce sont deux êtres abominables entre guillemets, mais le plus beau en fait, c'est l'amour qui existe entre un homme et une femme. En fait, il y a beaucoup de regards sur l'amour qui sont incroyablement beaux. Attends, c'est dans une pièce de théâtre, ça, c'est l'homme. On ne badine pas avec l'amour. Ouais. Et nous dans le chat, c'est. On ne badine pas avec l'amour, je crois. On ne badine pas avec l'amour, exactement. Et il y a toute une citation qui est super belle, en fait. Ouais. Et en fait, tous ces endroits d'amour, on a envie de les faire vivre. Pareil, les poètes, les artistes, enfin, tous ceux qui nous déchirent avec l'amour, même les contes de Disney. Enfin, tout ça, ça crée des visions de l'amour. Là où une vision qu'on partage pas plus que ça, c'est l'amitié qui est à l'intérieur de l'amour. Et l'amitié dans l'amour, enfin, et c'est pour ça. Pour moi, l'amitié est une forme de relation d'amour. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que quand j'ai hésité à parler du Petit Prince, parce que le Petit Prince parle de l'amour, mais en fait avec cette amitié, tu vois. Et je crois que c'est tellement, en fait, bien sûr qu'on peut aller dans les passions amoureuses, dans le déchirement amoureux, dans tout ça, bien sûr on peut y aller, mais c'est tellement plus intéressant
et beau et profond, d'aller dans l'amour, dans l'amitié, dans l'amour, dans... Il y a Catherine qui nous dit « Pour autant, ma fille m'a aidé à m'aimer en apprenant à me traiter avec la même écoute, bienveillance qu'elle m'inspirait. » Ouais. Super. Et en effet, ça peut aussi passer quand on a des enfants, ça peut passer par eux, parce que on s'autorise à leur donner ce que nous-mêmes on n'a pas reçu, et ça peut être des ponts aussi. Alors l'idée maintenant, c'est que vous puissiez venir interagir avec nous et nous poser vos questions. Il y a Colette qui dans le chat nous dit: nous avons vécu des choses très difficiles enfant, je ne développerai pas. Ces paroles font résonance chez moi. Moi aussi, je suis très gaie. Il faut faire un travail sur soi-même. On n'oublie jamais, mais on peut passer à autre chose. Tout à fait, c'est très juste, Colette. Merci de ton partage. Et si tu as envie de venir nous en parler, tu es la bienvenue. Et puis, si vous avez aussi des questions dans le chat, n'hésitez pas. Alors, il y a Sylvie qui avait levé la main en début d'émission, donc je vais essayer de t'accepter et puis on va voir si ça fonctionne toujours. Sinon, je t'invite à relever la main, Sylvie. On va voir si ça fonctionne. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, puisque Anna est là et que c'est très riche ce qu'elle nous livre, ce qu'elle nous transmet. Donc, et peut-être en attendant de voir s'il y a quelqu'un qui a envie de venir. Et d'ailleurs, manifestez-vous. Je rappelle, c'est lever la main ou prendre la parole. Et j'avais en tête notre rencontre, Anna, parce qu'on s'est rencontrés sur un festival qui s'appelait Les Évadés, ouais. Et on se connaissait pas du tout, et on était amenés à faire une conférence ensemble. Ouais. Et en fait, au départ, on savait pas trop l'une l'autre, on était un peu en méfiance l'une l'autre. Ah ouais, moi ça va, j'avais pas trop de méfiance, mais... Tu avais envoyé un mail et tu t'étais dit... Ah oui, oui parce qu'en fait, t'étais plus organisée que moi. Moi, j'étais un peu plus freestyle. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés et ça a été un gros coup de cœur. Et, bah ouais, de ouf. On a parlé hyper longtemps sans se connaître et la conférence était c'est fluide. Ouais. C'est vrai, hein. C'était des bons moments au festival. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'organise avec Majda qui est thérapeute et que vous connaissez certainement déjà si vous me suivez sur les réseaux. On organise une journée de breathwork et thérapie le 21 février, donc rapprochez-vous de moi si vous voulez en savoir plus. Et le titre, c'est traverser ses peurs pour reprendre sa place. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a Sophia qui dit « Je trouve cela très difficile quand on a un vécu difficile lorsque notre partenaire a eu une vie facile. Je travaille beaucoup sur moi justement psychologiquement et parfois on peut ressentir un décalage. » Sophia, est-ce que tu as envie de venir nous en parler en live? Parce que je vois personne lever la main, alors ce serait dommage qu'on s'arrête là. Bah oui. Elle a posé une question aussi en dessous. Ah, vas-y Lila. Avez-vous ressenti des décalages avec vos partenaires au vu de votre vécu? Alors bien sûr, il y a du décalage. C'est normal parce que on n'a pas les mêmes anecdotes de vie, parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels, parce qu'on n'a pas les mêmes, le même vécu tout simplement. Après, ça m'a jamais beaucoup dérangé. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié dans certaines de mes relations la belle famille qui venait en fait compenser quelque part la famille que j'avais pas eue et que j'avais toujours pas. Donc je me suis toujours sentie très proche en fait de la famille des personnes avec qui bon, j'ai pas non plus eu 36 000 relations, mais donc c'était un beau cadeau au contraire. Après, je pense que c'est à nous aussi de permettre à l'autre de nous rejoindre dans notre vécu, mais c'est de notre responsabilité. Et quand je dis notre responsabilité, c'est que l'autre ne peut pas nous guérir, l'autre ne peut pas porter notre fardeau, l'autre ne peut pas mettre les
les chaussures dans lesquelles on a marché depuis le début de notre vie. Et après, ça, c'est une croyance personnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas du tout si c'est vrai. Mais je pense que quand on guérit, quand on prend le temps de guérir à l'intérieur de soi, après, derrière, on n'a plus le besoin que l'autre comprenne chaque recoin de notre vie, chaque recoin de nos douleurs. Enfin, il y a ce truc où, à un moment donné, quand on a vraiment pris ce temps, qu'on a osé aussi, parce que moi, ce qui m'a beaucoup guéri, d'une part, il y a l'écriture avec moi-même, mais il y a aussi le fait que j'ai jamais eu de mal en fait à raconter ce que je vivais. J'ai jamais eu de mal, même à des inconnus en fait, des gens que je rencontrais comme ça, parce que en fait très rapidement on arrive sur des conversations surtout quand on est jeune. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai été seule, donc forcément de 15 ans à aller la vingtaine, 30, fin de vingtaine, il y a toujours un moment donné dans la conversation où on parle des parents entre guillemets, surtout à des moments de vie. Et c'est vrai que j'avais cette capacité à en parler. Et je pense que le fait de verbaliser, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ça aide beaucoup à guérir. Alors c'est important, tu vois, ce que tu dis, parce que moi, ce que ça m'évoquait, je sais pas si c'est ça, Sophia, peut-être tu peux nous dire, parce que elle peut pas monter sur scène, elle a ses enfants. En fait, quand tu as vécu des choses lourdes et douloureuses, il y a souvent le saut de la honte. Et tu peux avoir peur de faire peur, et tu peux avoir peur d'en parler, notamment dans le couple ou à d'autres personnes, parce qu'il y a la peur du rejet, il y a la peur de pas être comprise, il y a la peur d'être vue comme quelqu'un de monstrueux. Il y a toutes ces idées-là. Et je crois que c'est vraiment à dépasser et de continuer le travail en thérapie pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir le déposer, déjà commencer à le dire à au moins quelqu'un, peut-être avoir des amis ou quelqu'un dans l'entourage à qui on peut en parler, et puis après en parler dans le couple, c'est très important, en prenant le temps avec ses mots à soi, et que ça puisse être accueilli. Et la deuxième chose que ça m'évoquait, parce que ça c'est des choses que parfois moi je peux ressentir dans les relations, c'est qu'il y a un décalage de profondeur. Alors je sais pas à toi Anna si tu ressens ça aussi, mais j'ai besoin dans les relations intimes en tout cas d'avoir de la profondeur. Mais je crois pas que ce soit en rapport avec la vie facile ou la vie difficile. Je crois que c'est en lien avec est-ce qu'on est coupé de soi ou pas. Si la personne en face de toi est coupée d'elle-même et coupée de ses émotions, on va pas pouvoir aller très loin dans la discussion, dans l'élaboration, dans le partage, etc. Alors que si la personne est connectée à elle, même si elle n'a pas vécu des choses terribles, et bien heureusement pour elle, on va pouvoir construire un dialogue très fort en fait. Complètement. Et encore heureux qu'il ne faut pas trouver des écorchés vifs et que tout le monde n'est pas écorché vif, parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Mais ouais, je pense pas que le fait de pas avoir vécu des choses difficiles rende le lien en décalage. Là, ça fait 4 ans que je suis en relation avec quelqu'un avec qui je partage ma vie. Bien sûr, cette personne n'a pas du tout vécu le quart de ce que j'ai vécu, et c'est pas pour autant qu'il cherche pas à me comprendre. Donc je pense que c'est aussi une aptitude, c'est un positionnement intérieur, la volonté d'écouter, la volonté d'être en lien, la volonté de comprendre même si on est différent. Et je trouve que c'est beau en fait d'avoir justement pour moi, les relations, elles ont de la richesse dans nos ressemblances. Il faut avoir assez de ressemblances pour se comprendre. Et c'est de nos différences qu'elles trouvent réellement leur profondeur. Et après, bien sûr, si tu sens qu'il y a un décalage, forcément, c'est réussir à communiquer aussi, même à dire, tiens, je sens que tu me comprends pas, ou qu'on est éloigné sur ces sujets-là. Je crois au pouvoir de la vérité. Ça veut dire que plus on est vrai avec les personnes autour de soi, plus on arrive à créer des liens qui sont vrais. Et un lien qui est vrai, c'est pas un lien qui est lisse, c'est pas un lien qui est parfait, c'est pas un lien où il n'y a pas des conversations douloureuses. En 4 ans de relation, j'ai eu des conversations difficiles avec mon conjoint. Et c'est parce que j'ai eu ces conversations difficiles que notre relation continue à grandir.
Et c'est OK. S'il y a un besoin de mieux être compris, de mieux être ressenti, et s'il est là à l'intérieur de nous, il faut l'exprimer en fait. Et cette expression de soi, elle aide beaucoup en fait dans la vie. Oui. Absolument. Sophia, elle dit, pardon, elle disait que c'était ça par rapport à la peur de. Et elle dit merci pour vos retours et vous avez raison, ce n'est pas lié au vécu, mais le fait d'avoir travaillé sur soi tout simplement. Et ouais. D'aller visiter nos ombres, ça nous donne une consistance, ça élargit le champ de conscience en fait. Ouais. En fait, c'est rigolo cette vision de l'ombre parce que j'ai jamais eu ce regard d'ombre en fait. Pour moi, c'est pas de l'ombre en fait, c'est tellement en fait la vie quoi. Et tu vois si on part du principe que c'est de l'ombre, c'est comme l'histoire de la thérapie. Bien sûr que c'est important à des moments de faire de la thérapie, mais la thérapie, on la fait dans la vie. Ça veut dire qu'on l'a fait quand on a une conversation avec un proche, quand on ouvre notre cœur, quand on écoute aussi les gens autour de nous. On se rend compte qu'en fait, moi, des écorchés vifs, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Et j'ai des proches qui ont des vécus qui sont très différents du mien, mais qui ont aussi leur lot de douleur, leur lot de souffrance. Et en fait, tout ça, ça permet aussi de relativiser, de se dire, en fait, au grand jeu de la vie, des gens qui n'ont pas du tout souffert, j'en connais pas des masses. Parce que même la thérapie, elle sert quand tu sais pas quoi faire de tout ça. Oui. Et évidemment, pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va t'encourager à aller vivre ta vie. Et c'est pas en thérapie que ça se passe, c'est à l'extérieur. Et c'est de pouvoir exporter ce que tu vis en thérapie, de pouvoir, dans un lieu sécurisant, dans la relation thérapeutique, parce que pour moi, c'est la relation qui guérit. Et tu vas pouvoir l'exporter à l'extérieur et te faire vivre des choses où tu vas oser sortir de ta zone de confort, aller rencontrer, tenter de nouvelles expériences, etc. Et c'est quand tu sais pas comment, par où commencer, comment t'y prendre, quand t'es trop bloqué, quand t'es trop coincé, c'est intéressant d'aller en thérapie pour débloquer des choses. Ah oui, complètement. Et puis c'est des rendez-vous avec soi-même que moi personnellement j'ai fait aussi dans ma vie et qui sont importants. Il faut le vivre au moment où c'est opportun. Absolument. Attends, et tu disais autre chose sur les ombres, oui. Oui, et qu'en fait de mettre des mots ombre, zone d'ombre, alors qu'en soi c'est tellement, ça fait tellement partie de l'existence en fait. Tu vois, j'entends parce que c'est des mots qu'on partage ensemble, et en même temps de se dire que par exemple mes peurs c'est de l'ombre, alors qu'en fait la peur c'est une forme d'amour. Il n'y a pas d'un côté la peur et d'un côté l'amour, et les deux sont en duel dans notre esprit et dans notre mental. En fait, bien sûr que si on voit les choses comme ça, alors on sera toujours en conflit avec nous-mêmes, parce que forcément, on aura toujours des peurs et on va se dire, bah tiens, la peur, elle est à l'opposé de l'amour. L'amour, c'est le gentil, la peur, c'est le méchant. Bah, en fait, si l'ombre, je le vois pas en termes de méchant, c'est plutôt les endroits qui n'ont pas encore été éclairés par l'amour, justement. Ouais. Tu vois, c'est les endroits sombres, c'est les endroits qu'on voit pas, qu'on tient reculés parce qu'on en a peur et que on a peur de ce que ça va provoquer en nous, parce que ça va provoquer de la tristesse ou de la colère, et donc on écarte ça. Et ça, pour moi, ça correspond à nos ombres. Et sauf que tant que c'est écarté de nous et de notre conscience, en fait, ça agit dans l'ombre et ça agit à notre insu et ça nous fait faire des choses qui nous rendent pas heureux ou heureuses. Et dès lors qu'on va les éclairer et qu'on les embrasse et qu'on porte de l'attention, de l'amour sur ces parts-là blessées, en fait, elles cessent d'être sombres, elles deviennent lumineuses. Et c'est ça qui élargit et qui donne beaucoup de liberté, qui rend de l'autonomie, qui donne de la fluidité de mouvement. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. D'accord. Peut-être ça rejoint plus comment tu vois les choses. Ouais, complètement. Ouais, en fait, j'ai aussi cette vision de on est dans une pièce sombre et la conscience, c'est cette lumière qui vient éclairer en fait des espaces de cette pièce, et que c'est en se déplaçant justement avec la volonté d'éclairer et de mettre de la conscience et de la présence sur ce qu'on vit que derrière on va pouvoir vivre le tableau de notre vie. Donc complètement.
Il y a Ouais. Catherine qui dit « Vous êtes vraiment enthousiasmante avec un sentiment de me sentir vivante à vous entendre. Pas de lumière sans ombre. J'ai été illustratrice. Ce sont deux moitiés d'un tout. » C'est très juste. Merci Catherine. Et je crois qu'on a plusieurs Catherine dans le chat. Bon, et alors toujours pas de personne qui a envie... vous allez nous laisser comme ça, sans... Vous êtes timide. Vous êtes timide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de venir, même sans la caméra, au moins pour nous parler, avec le son? Ouais, même avec juste le son, peut-être. Ouais. Il y avait Sylvie au départ, que je réinvite. Et ce serait dommage de s'arrêter là, parce qu'il nous reste encore une demi-heure. Après, sinon, on peut continuer. Hein. On peut continuer à échanger, absolument. Enfin, bon, c'est intarissable. Ah oui, alors, juste le son. Bah, écoute, Angèle, je te propose de venir. Quand je t'accepte, tu es en mesure normalement de régler ta caméra ou pas. Et donc, tu peux venir juste avec le son. Et donc, tu peux appuyer sur demander la parole ou lever la main. Et comme ça, on va pouvoir discuter avec toi. Mais pour l'instant, je ne vois rien. On peut pas sélectionner? Non, c'est pas possible. Ah, si, ça y est, voilà. Ok. Donc, je t'ai accepté. On va voir si on arrive à faire venir Angèle, parce que l'idée, c'est que ce soit interactif et que ça apporte... En fait, vos témoignages, ils apportent énormément aux autres personnes. Parce que les gens qui vous écoutent, ce sont... Enfin, déjà, bon, vous, ça, évidemment, ça apporte quelque chose. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Et ça apporte aussi aux autres parce qu'ils se sentent moins seuls, on se sent compris et comprise. C'est la force du collectif, la force de la résonance. Et je ne vois pas Angèle apparaître. Donc, il y a peut-être un... Angèle, est-ce que tu peux nous dire si c'est peut-être un souci de... Je ne sais pas si tu fais ça avec un téléphone ou avec un ordinateur. Il y avait un sujet, toi, enfin, il y avait des choses que tu avais envie de nous partager, Anna, peut-être comme ça qui deviendrait... Au fur et à mesure. Après, on peut parler de plein de choses. Sinon, il y avait une chose qui me revient, c'est que j'ai... Attends, je regarde juste parce que je voulais justement te poser la question. J'adore dans ton livre La vie est tellement belle, tu demandes comment puis-je mettre un peu plus d'amour dans cette journée. Et j'adore, j'avais envie de vous partager cette question pour que vous puissiez vous la poser à vous. Et c'est vrai, comment je peux faire pour mettre plus d'amour? Comment je peux faire pour mettre plus de joie? Quand tout est lourd, quand quand ça va pas, quand il m'arrive quelque chose de difficile, comment je peux mettre de la légèreté? C'est ça, il y a un concept aussi qui est sympa. C'est de faire en sorte que chaque personne, quand on la rencontre, que quand elle repart de notre échange, eh bien, elle reparte en étant encore mieux qu'au moment où on l'a rencontrée. Oui, tu dis ça, ce principe-là, ouais. Ce principe-là, je trouve que ça change vraiment la nature de nos relations. Et d'ailleurs, quand on parle de relations, bien sûr que dans ma vie, j'ai rencontré de magnifiques personnes. Moi, j'ai rencontré des humains qui sont d'une beauté, mais incomparable. Des humains qui m'ont aidé sur le chemin de la vie. Mais la réalité, c'est que j'ai fait ces belles rencontres parce que moi-même, je me donnais la peine d'être une belle rencontre. Et se donner la peine d'être une belle rencontre, en fait, c'est un peu ce principe de se dire, OK, qui j'aimerais rencontrer dans ma vie? Et être cette personne-là. En fait, c'est le même concept de devenir l'amour qu'on a envie de rencontrer. C'est être l'ami qu'on a envie de rencontrer.
Et à partir de ce moment-là, bah forcément derrière, on fera des belles rencontres, mais parce qu'on se donne la peine d'être cette personne-là, cette personne qu'on a envie de rencontrer. Donc ouais, c'est vraiment une invitation à ok, comment je pourrais être mieux en fait. Ouais. J'adore dans le chat, les Catherine se comptent. Et donc, on a la 4e Catherine qui nous dit la spiritualité a-t-elle une place? Est-ce que tu as envie de nous parler de la spiritualité ou ta manière de vivre la spiritualité? C'est une très bonne question. Merci, Catherine. Ouais, alors à mes yeux, en fait, les voyages intérieurs, la relation à soi, l'exploration de soi, tout ça, en fait, ça a une portée spirituelle, et même le travail d'écriture, c'est un travail d'esprit. On peut pas explorer tous ces sujets-là sans aller explorer ce rapport à la spiritualité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas des grandes idées ou des rituels ou des grands rendez-vous avec soi-même. C'est intéressant, ces grands rendez-vous avec soi-même, et j'en ai eu et j'en aurai encore dans ma vie, et j'en suis très heureuse, et c'est bien d'avoir des espaces dans sa vie comme ça. Maintenant, c'est comment de ces grandes idées, par exemple l'amour et tout, comment je le fais vivre dans le réel, comment je le partage sans forcément mettre des mots ou mettre encore des grandes idées derrière cette grande idée. C'est comment, dans les moments où c'est difficile, où il y a de la confrontation, où il y a des mondes très différents qui se on a Angèle qui est là. Alors Angèle, on te voit. Angèle. Je te préviens, je vais couper ta caméra. Voilà. Est-ce que tu veux C'est bon pour toi? Oui. Ok. Tu veux la laisser couper? Oui, s'il te plaît. Ok, parfait. Alors écoute, on est là et on t'écoute attentivement avec Anna. Tu nous vois? Oui, je vous vois parfaitement, Okay. je vous entends parfaitement. Ok. Alors moi, j'avais commencé à te suivre sur une émission précédente, et du coup, comme voilà, j'avais beaucoup aimé tes interventions, je te suis encore maintenant, donc je suis dans le contexte de des questionnements sur l'amour, et là je suis dans une situation, alors je sais pas si, vous pouvez me dire si c'est pas du tout dans la thématique du jour, mais vous avez parlé de l'amitié qui fait partie des sentiments amoureux aussi, et justement là dans le cadre d'une séparation, je suis à un moment où je suis en train de faire le travail de m'éloigner de prendre la distance, on va dire, avec mon ancien conjoint, et en même temps j'ai besoin de votre éclairage extérieur pour me dire bonne ou fausse piste ou mauvaise piste. Est-ce que on se rend compte qu'on est quand même malheureux loin l'un de l'autre. Les sentiments amoureux c'est terminé, mais on était le meilleur ami l'un de l'autre. Et cette amitié-là, elle nous manque fondamentalement. Est-ce que de réessayer, parce que j'entends que ces sentiments-là sont distincts quand même, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de se rapprocher pour retrouver cette amitié, ou est-ce que vous pensez que c'est pas... T'es resté combien de temps avec cette personne? 20 ans. 20 ans. Et ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 8 mois. Ah oui, c'est très récent, hein? Oui. T'as envie de répondre? Après, ton intuition, elle te dit quoi? Ouais, alors déjà, je répondrai après. Je te laisse la parole. Moi, je crois fondamentalement à l'amitié au-delà de l'amour. Donc, j'aurais cet idéal qui aurait envie de répondre que l'amour, c'est une forme, et que l'amitié réside à l'intérieur de l'amour. Et j'ai des relations, enfin j'ai une grande relation où j'ai gardé l'amitié avec cette personne parce que trop important, et parce que sensibilité de l'âme en fait, tout simplement. C'est possible. Après, ça demande quand même, d'autant plus dans ton cas, je pense, avec 20 ans de vie commune ou de relations communes en couple. Du coup, ça demandera sûrement des espaces en fait pour que chacun puisse redéfinir son rôle dans la relation. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout toi, ton intuition, à quoi tu crois, qu'est-ce que cette relation vient nourrir en toi, qu'est-ce que vous avez envie de recréer de nouveau, parce qu'en fait, on parle d'une relation qui doit de nouveau se créer sur des bases avec un passif.
Oui. Et ben justement, c'est pas facile en fait. On sent qu'on marche sur un fil, d'autant Mm. que voilà, on a deux filles en commun. Donc Mm. l'idée c'est de pas jouer avec quoi que ce soit. Mm. Mais voilà, je pense que réciproquement, on s'estime, on se respecte, on se considère effectivement comme des personnes, voilà, auxquelles on tient profondément. Et effectivement, mettre un terme à une histoire d'amour, ça, voilà, c'est assez fréquent. Est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a des possibilités, selon vous, très sincèrement, que une amitié saine Alors, puisse perdurer ou pas? déjà, merci Angèle pour ta question qui est tout à fait qui est tout à fait dans le thème et puis d'avoir le courage de venir la poser. Donc merci pour ça. Merci. Tu vois, en écoutant Anna, que je rejoins en partie, mais je crois surtout qu'il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de recette magique, qu'il y a autant de possibilités que de relations et que ça vous appartient. Maintenant, je crois que c'est d'être très à l'écoute de ce que ça te fait à toi que de maintenir une relation amicale avec cette personne. Mhm. Avec qui tu as vécu 20 ans et qui est le père de tes enfants. Et puis, parfois, on a aussi besoin que la séparation, elle se fasse par étapes, par stade. En fait, on n'est pas égaux face à ça. Mm. Parfois, on n'a pas le choix parce que l'autre nous laisse pas le choix. Parfois, nous-mêmes, on n'a pas du tout. C'est insupportable de garder une relation, donc on va pas le faire. Et puis, parfois, c'est l'inverse. C'est insupportable de tout couper du jour au lendemain, et donc ça va se détricoter. Tu vois, les liens vont se défaire Mhm. dans le temps et par étapes. Et donc, c'est aussi s'autoriser à pas faire un truc qui soit parfait, mais à essayer des agencements. Et à l'épreuve de l'expérience, eh ben, tu pourras réajuster. Et si tu vois, parce que si ton cœur te hurle, appelle en disant mais j'ai besoin de cette amitié, et que lui il est pareil, bah, vous pouvez essayer. Et puis peut-être que d'ici 1 an ou je sais pas moi, dans 6 mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait ça vous empêche d'aller rencontrer d'autres personnes. Ouais, Donc vous c'est ça, prenez c'est vos le risque. distances. Mais ça se co-construit à deux, et surtout c'est dans le temps. Il y a que le temps et l'expérience qui va vous permettre et vraiment mon conseil c'est d'en parler, d'être au Mm. clair, de s'interroger sur soi et d'en parler entre vous deux. Ok. Est-ce que ça te répond? Oui, ça me répond parce qu'effectivement, moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je suis convaincue qu'on sera plus ensemble, que voilà, on a vécu vraiment une très belle histoire, mais je pense que voilà, enfin, on a évolué différemment. Et puis d'aimer de nouveau et de vivre autre chose. Donc effectivement, il y a cette question que tu verbalises. Est-ce que ça peut empêcher de construire autre chose ailleurs? Donc ça fait partie des risques. Il y a aussi l'idée si, enfin, un jour l'un de nous deux va avoir quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il faut pas non plus que ça entrave quoi que ce soit. Donc c'est en Oui, fait voilà, oui. il y a la peur que ça puisse apporter de la difficulté, mais en même temps, c'est vrai que en fait, entre guillemets, je perds mon mari, mais je voudrais garder l'ami en lui pour continuer de m'accompagner dans la vie et lui aussi en fait. Donc voilà, c'est tellement complexe et j'ai pas envie de mal faire. C'est pour ça que je me rapproche de vous pour avoir Je crois vos qu'en perspectives. étant à l'écoute de toi et à l'écoute de l'autre et en parlant à cœur ouvert de tout ça, tu peux pas mal faire. Tu peux faire selon toi et selon lui, mais pas mal faire. Mm, d'accord. Anna, t'avais un truc Ouais, complètement. Après, je pense que là, t'as ton mental qui cherche toutes les réponses à tes questions. Et qu'en fait, cette relation, c'est un bon terrain d'exploration de soi, de venir voir qu'est-ce que nourrit cette relation, qu'est-ce que toi, tu peux venir travailler à l'intérieur de toi pour assainir la relation et comment trouver un équilibre, en fait. Parce que dans tous les cas, en fait, le lien, que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours un lien. Vous êtes liés par votre histoire, par vos filles en Tout à commun. fait. Donc, en fait,
dans tous les cas, en fait, que vous le vouliez ou non, dans tous les cas, il va falloir trouver un nouvel équilibre dans la relation. Et Mais là, pour ça sera l'instant, pardon, excuse-moi. Pour l'instant, Oui. justement, on s'était vraiment éloignés, quoi. On s'était astreint justement à séparer Mm. nos vies, par clarté aussi envers nos enfants. Mm. Et puis Mm. en fait, bah, Vous vous visiblement, rendez compte il y que a de la souffrance des deux côtés. des deux côtés, oui. Mm. Pour moi, pas d'ambiguïté sur le sentiment amoureux, mais sur quelqu'un qu'on aime Mm. profondément et voilà, enfin, un soutien, un ami, voilà. Mm. Ouais, moi, j'aime beaucoup cette citation qui dit écoute ton cœur aussi longtemps que tu vis. Et je pense que le cœur, il a ses réponses, le temps a ses réponses, et ça reste toujours la même chose, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Enfin, les relations, c'est le plus beau terrain d'apprentissage dans la vie. Oui. Et les relations amoureuses, et d'autant plus dans ce contexte-là, c'est vraiment une zone de travail qui est super intéressante. Je mettrai juste un petit attention à ce que vient de dire, tu vois, pour prolonger ce que vient de dire Anna, c'est d'écouter son cœur, mais parfois on se brouille les pistes soi-même et parfois on maintient des choses alors que il serait bon de pouvoir, comment dire, quand je te dis d'être à l'écoute de toi, c'est que, tu vois, Anna, tout à l'heure, tu nous parlais de dépendance affective. Dans la dépendance affective, tu peux te faire croire que c'est bon pour toi de maintenir quelque chose à tout prix. Alors que... Ouais. Moi, je pense que quand on est vrai avec soi-même, alors après ça c'est un présupposé. Je n'ai pas de master en relations humaines et en relation à soi, mais quand on est vrai avec soi-même, on a ce truc où on sait par exemple qu'on est addict. Tu vois, si on est vrai avec soi-même, si on s'est donné la vérité avec soi-même. Être à l'écoute de soi, en fait, c'est ce que j'appelle dans l'honnêteté radicale avec soi. C'est ça. Et de pas être dupe et de pas se faire croire que c'est parce que j'arrive pas, ça me fait du mal dans le fond, et j'arrive pas à lâcher pour tout un tas de raisons très justifiées, enfin très valables. J'arrive pas à lâcher et donc je me fais croire que c'est pour de bonnes raisons, c'est pour la bonne cause de maintenir quelque chose, alors qu'en fait ça me ferait du bien de pouvoir mettre un terme et de pouvoir poser des limites. Donc, quand je te dis d'être à l'écoute de toi, c'est vraiment à cet endroit-là, avec beaucoup d'honnêteté. Et ça peut passer par, quand je dis ne pas être dupe, ça peut passer par se dire à soi, OK, pour l'instant, j'y arrive pas. Et c'est OK que j'y arrive pas. Et je vais faire en sorte de pouvoir y arriver à un moment, mais je me fais pas croire que c'est la bonne route. Tu vois la différence, Angèle? Oui. Et après, en même temps, je me dis, mais comment... à quel moment je peux avoir une lucidité vraiment quand t'es en paix. sur la situation, c'est compliqué. Enfin, ouais, avoir un regard lucide sur, comme tu le dis si bien, sur soi, c'est mon objectif. Mais justement, si je vous pose la question, c'est que voilà, c'est que je sais bien c'est pas si facile. Et ça, c'est l'expérience. Le temps et l'expérience vont pouvoir te permettre d'y voir plus clair, d'avoir du discernement, d'avoir de la lucidité, d'avoir un retour sur expérience qui va t'indiquer la route, en fait. Il y a la paix aussi avec soi-même dans la relation. Si t'es en paix dans la relation, c'est que c'est bon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition où il y a une vérité qui est vraie, mais que tu peux pas... on peut pas se mentir à soi-même. Enfin voilà, c'est si on est en paix, on le sait. Si on n'est pas en paix dans la relation, on le sait aussi. On est tourmenté. La moindre chose va venir nous travailler. Tu vois, il y a un état d'être. Oui, effectivement, la sérénité, c'est un bon indicateur quand même, effectivement. Ok. Bon. Génial. Bah, donne-nous des nouvelles de temps en temps ici. Ok. Moi, je serai là, quoi qu'il en soit, mais je serais ravie d'en savoir plus. Et puis, tu peux aussi suivre Anna. D'ailleurs, si vous voulez suivre Anna, je vais vous donner son Instagram. En tout cas, Angèle, merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci à vous. Voilà, merci à toi. Avec toi, avec lui, créer tous les deux, co-construire. Ouais, c'est ça. Bon, merci infiniment. Merci. À toutes les deux. Prends soin de toi. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Super.
Attends, alors je vais faire sortir Angèle. Et on a une autre personne qui a envie de venir et que je connais déjà. Sauf si tu as un mot à dire avant que j'accepte. Enfin, de toute façon, je vais accepter. Ça va peut-être mettre un peu de temps avant d'arriver. Mais c'était super comme question. Ouais, super intéressant. C'est aussi C'est beau de voir l'amour en mouvement dans la vie des gens. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore, bah, c'est pour ça que j'ai fait cette émission. C'est parce que vraiment, ça me touche à chaque fois. Et alors, on a Cynthia qui est avec nous. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors, ça va, ça va bien. On se connaît déjà? On s'est Oui, déjà oui, vu? oui, exactement. Donc, je continue à suivre ton émission, enfin votre émission. Voilà. Et donc, ce soir, en fait, l'intervention, je l'ai trouvée très agréable. Et en tout cas, ça apprend pas mal de choses. Donc, moi, j'avais juste un... Peut-être tu peux te présenter à Anna, parce qu'Anna te connaît pas. Moi, je te connais, mais... Bah, très rapidement. Donc, aujourd'hui, je suis célibataire. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. J'ai eu une vie de couple. La plus longue relation a été de 13 ans. Cette relation s'est terminée sur un deuil. Et puis, pendant 8 ans, 10 ans, pardon, maintenant, je n'ai plus revécu en couple. Il y a 2 ans, je suis tombée amoureuse d'une personne. Donc, pour la première fois, j'ai re-aimé une personne. Puis finalement, ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons où comme je suis un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai un handicap, du coup, c'est vrai que pour lui, ça lui posait des problèmes. Voilà, grosso modo. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je pense que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je continue. Je crois que je suis en paix avec cette rupture. Je le sens. Je dis pas que je ne pense plus, parce que ce serait faux. Je suis assez lucide pour être avec moi-même, quoi, dans cette lucidité d'amour que j'ai eue. La blessure, par contre, narcissique, de l'ego, et puis plein de choses, ça a été complètement travaillé et balayé. Et aujourd'hui, je suis presque, ça peut paraître fou de dire ça, mais que l'épreuve m'a permis de me construire sur un angle auquel je ne m'attendais pas du tout. Et de joyeux, presque, enfin bon, ça peut paraître fou de dire ça, mais euh, il a ouvert une faille qui, sans cette rencontre, ne m'aurait jamais permis d'en arriver à 2 ans où là, je suis fière de moi, où je m'aime, en fait, dans tout ce que je suis, malgré ce qui, lui, était par contre ses propres peurs de l'handicap. Alors que, bon, ben, en gros, cet été, j'ai été en fauteuil roulant. Je suis maintenant de temps en temps en fauteuil roulant. Ben, aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Et je ne sais pas si je reconstruirai ma vie. Je suis ni une pessimiste, ni une optimiste. En tout cas, je suis en paix intérieure et j'ai retrouvé un refuge intérieur. Ma question ce soir, pour la faire bref quand même, c'est que cette personne, malgré tout, aujourd'hui, je sais qu'elle est, enfin, je crois qu'elle est en couple, ou en tout cas, il avait reconstruit sa vie. Euh, J'aimerais lui parler. Non pas pour construire ou essayer de, je sais pas, pour des reproches ni quoi que ce soit, mais en fait, je sais pas ce qu'on se dira parce que je prévois pas, j'ai pas un objectif fixe, mais c'est juste que j'ai de la peine. Alors là, ça rejoint le sens peut-être amical, euh, ne plus être en contact avec cette personne parce que je sais par exemple, enfin, aux dernières nouvelles que j'avais eues, c'est-à-dire il y a 2 ans, il devait se marier cette année, ça ne pose pas de problème, ça. Moi, j'ai eu d'autres histoires, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que j'ai du mal à gérer, c'est le fait est que, bah ok, on a 2 histoires, on a 2 vies différentes, mais pourquoi s'interdire ou m'interdire de le joindre?
Eh bien, déjà, pourquoi tu t'interdis de le joindre à l'heure actuelle? Partons de là. Bah, parce que, en tout cas, sur les derniers essais que j'avais faits, j'avais pas de nouvelles, pas de réponse. Ok. Donc, ça, lui, c'est quand même dans le style d'attachement, c'est quand même plus un fuyant. Et moi, je suis une communicante. Donc, voilà, et ça m'étonne pas forcément. Mais donc, je me suis dit, bon, te prendre un mur 2 fois, 3 fois, Mais- c'est bon. Mais j'en étais pas à ce stade aussi de vérité. C'est-à-dire, il y avait encore de l'amour pour lui, amoureux. Là, aujourd'hui, euh, Mais qu'est-ce que tu aurais à lui dire de différent de... Parce que lui, on ne sait pas s'il te répondra ou pas. non, à part, enfin, de toute façon, je risque pas grand-chose à part le silence, hein, honnêtement. Voilà. Mais Mais j'aurais est-ce que envie. tu lui as demandé pourquoi tu y répondais pas? Non, parce que je me doute qu'il n'a pas envie. S'il le fait pas, c'est qu'il. Voilà. Enfin, le peu de connaissances qu'on a eu, puisque la relation a duré 9 mois, c'est quelqu'un qui coupe. Hmm. Donc, et Toi, qu'est-ce que tu pourtant, cherches dans le fait de vouloir continuer la relation? mais en fait, peut-être que j'ai envie de. Alors, c'est peut-être narcissique, hein, j'en sais rien, mais euh, de. Voilà qui je suis aujourd'hui. Et toi, qui tu es aujourd'hui? Mais tout comme je fais avec mes amis, en fait. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vois? Alors, je pense vraiment pas me mentir. Peut-être c'est faux, mais vraiment, j'ai pas la sensation de me mentir. Parce que et peut-être, par contre, revenir sur qu'est-ce qui te faisait si peur dans le handicap. Peut-être que c'est. En fait, tu as des questions auxquelles tu n'as jamais eu de réponse et aujourd'hui, tu aimerais avoir quand même des réponses. Bah, les réponses, je les ai eues aussi, parce qu'ils voulaient tout partager au niveau randonnée, tout ça. Donc, oui, enfin, c'était un style de vie où j'accepte que mes limites physiologiques puissent le déranger. Mais comme À quoi tu renonces pas avec lui, Cynthia? Qu'est-ce que tu as du mal à lâcher? au fait est que peut-être de cette absence de nouvelles, c'est tout. Pour moi, il y a autre chose. Ah. Hmm. Tu me connais un peu. Je vais gratter là où on n'aime pas. Ah non, mais je veux bien, justement, parce que justement, je me dis, tu vois, t'es réparé, enfin, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Qu'est-ce que ça va Après, t'apporter? Je sais pas, en fait, mais je sais pas pourquoi. Alors là, on est dans la raison et le cœur, entre guillemets, où là, intuitivement, j'ai envie, ou de façon, le cœur, on va dire, j'ai envie, humainement, d'être en contact, mais peut-être que je fais fausse route, j'en sais rien. est-ce que tu as déjà essayé de t'écrire? Oui, Ouais. Et de Ok. lui écrire et de brûler la lettre aussi, j'imagine? oui, oui, oui. Oui. Mm. Tu sais, moi, ce que ça m'évoque là, c'est que parfois, on a besoin de ce qu'on appelle d'une clôture cognitive. C'est-à-dire que quand on a l'impression qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire, en fait, notre Mm. mental, il va continuer à tourner autour de ce sujet-là, il va continuer à ruminer. Et quand l'autre n'est pas là pour clôturer, c'est important de pouvoir le faire soi et de le ritualiser, de le matérialiser pour que ça prenne corps, que ça prenne matière et plus que ça continue à tourner. Donc c'est pour ça qu'on te propose de soit t'écrire à toi, soit lui écrire à lui, mais peut-être de le refaire. Puisque tu dis que tu as avancé et que tu as continué à cheminer et qu'aujourd'hui tu aurais des choses différentes à lui dire, ça peut passer par prendre le temps de lui écrire une lettre avec un papier et un stylo et de te faire un vrai rituel. Et tu vois, je l'ai fait il y a très peu de temps, il y a un mois à nouveau, parce que je me sentais mieux. Bon, alors chacun fait comme il veut. Je me suis même mis en place vraiment les fleurs de Bach avec des rituels qui me font du bien, en tout cas, avec des estimes, des phrases qui me permettent, en fait, du moment où je commence à ressasser ou être dans le négatif, à me réorienter dans une neuroplasticité beaucoup plus
s'axer sur quelque chose où, en fait, ça va. Et puis même, ça paraît stupide, mais en fait, au bout de 2 ans, tu te poses la question, si tu l'aimes plus, amoureusement, est-ce que tu l'as vraiment aimé quasiment? Parce que bon, autant je pense qu'il y a une personne que j'ai beaucoup aimée dans ma vie et ça n'a rien à voir. Et je pense que cet amour n'était pas réciproque avec cette personne, amoureusement. Mais je ne me comprends pas moi-même dans cette envie qui reste quand même présente. Après, il y a des liens, on n'arrive pas à comprendre. Et en fait, c'est ça aussi le truc d'accepter l'incompréhensible de soi. C'est-à-dire qu'il y a des liens, on ne sait pas pourquoi, on reste connecté aux gens, ils vivent en nous plus que de raison, et il n'y a que le temps qui, à un moment donné, guérit ça en nous à 100%. Et après, on regarde la relation, on se dit, bah oui, il y a des endroits, j'avais toujours pas de réponse à mes questions. Pourquoi moi j'avais ce lien-là à la personne et c'était pas aussi réciproque. Et après, on continue notre bout de chemin. Je pense pas qu'on puisse avoir toutes les réponses à nos questions, en fait. Mais en fait, je cherche pas. Je veux dire, ça va. Si jamais, parce que si j'anticipe le scénario, si on devait se voir, je vous dis, il n'y a pas un scénario, il n'y aura pas des questions. Je voudrais que ça, d'abord, que ce soit naturel. Moi-même, je ne sais pas avec quoi je vais arriver si jamais ça peut se faire. Mais le temps, effectivement, fait que forcément, ça m'a aidé de faire dans le deuil, plus le temps, ça aide énormément. Mais c'est cette... Il y a 2 choses que j'avais envie de te dire, Cynthia, avant qu'on termine. C'est que je crois qu'il y a quelque chose qui est difficile et douloureux pour toi à entendre dans le fait que lui, il veut pas être en contact. Ouais. Tu te projettes, tu vois, il y a un espoir où tu n'entends pas que lui, il te répond pas. Et donc, tu vois, tu en parles comme si vous alliez reprendre contact, mais lui, pour l'instant, et peut-être ce sera comme ça voilà, toujours, mais il n'a pas envie. Et je crois que ça, c'est vraiment entendre et d'aller sentir ce que ça te fait de douloureux, de voir que lui, il n'a pas envie. Ouais. Déjà, ça, c'est la première chose qui peut t'aider. Bien sûr. Et puis, j'avais envie de te partager quelque chose, c'est que je pense à quelqu'un, c'est une amie très proche de qui je suis plus en contact pour diverses raisons. Mais on disait tout à l'heure que l'amitié, c'était une forme d'amour. Et en fait, très fréquemment, je pense à elle. Et très fréquemment, je lui envoie des messages, je lui écris des messages dans ma tête. Et au lieu de me dire mais faut que j'arrête, faut que je passe à autre chose, non, c'est ok que je pense à elle et que j'ai envie de lui écrire et que pourtant je le fais pas. Et tu vois, et de t'autoriser à imaginer que tu lui envoies et qu'est-ce qu'il pourrait te répondre et de continuer à faire vivre cette relation si tu en as besoin, mais sans qu'elle ait besoin de s'inscrire, tu vois, réellement. Et que ce soit OK, parce que plus on veut oublier quelqu'un, moins on y arrive, évidemment, c'est le principe. Ne pense surtout pas à un éléphant rose. À quoi tu penses là tout de suite? À un éléphant rose. Donc, autorise-toi à simplement qu'elle reste vivante en toi. Quand on a aimé les gens, ben, tu vois, c'est ce que tu dis, quel sens ça a? Si je peux pas dire que je l'aime plus, ben non, mais en même temps, cette relation, elle se transforme et elle reste vivante à l'intérieur de toi. D'accord. Ça te parle, ça? Oui, par exemple, moi, enfin bon, le système d'apaisement que je me suis trouvé, puisque effectivement, je sais que je n'ai pas de réponse et que même presque, je respecte le fait qu'il a, parce que si je l'aime vraiment amicalement, parce que j'ai une amie, par exemple, aussi qui a coupé les ponts, bon, elle a plus envie après 20 ans d'amitié, ok. Mais voilà, j'ai mis en place aussi ce rituel alors ça paraît idiot, mais bon, ça c'est le mien, de parler, je mets une petite bougie, il n'y a rien de morbide là-dessus. Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et parfois, bon, alors avec malheureusement les réseaux sociaux, j'ai son profil qui apparaît, mais rien que de voir une image, ça m'apaise. Et je passe à autre chose. Ben oui, voilà. Oui. Ben donc, peut-être, tu vois, il y a une... bientôt, j'ai bientôt vraiment terminé, je sais pas. Mais c'est comme ça, voilà, parce que au final, peut-être qu'il reste encore un tout petit truc, j'en sais rien. Mais
Et ce qui m'ennuie, effectivement, c'est de me dire. Enfin, c'est ce cœur qui respire encore. Eh oui. Voilà. Mais c'est OK qu'il respire encore à ce sujet-là. Oui, parce que je ne vais pas m'interdire. De toute façon, c'est comme l'histoire de l'éléphant. C'est bon, quoi. Il existe. Et puis, je suis heureuse que cette histoire ait existé, en fait. Tout Bien simplement. sûr. Voilà. Mais, c'est ta manière de l'honorer aussi? En tout cas, pour moi-même. Voilà, exactement. Parce que la seule chose que je peux éventuellement maîtriser, c'est moi-même. Hein, c'est tout. Oui, exactement. Mais merci pour ton partage et pareil d'avoir eu le courage de venir te le dire et j'espère que ça te fera avancer. Tu me tiens au courant. Merci. OK. Et bonne soirée à vous deux. Merci à toi aussi. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Alors, Anna, comment c'était pour toi ce... Bah, écoute, c'était un très bon moment, un très beau moment, un très beau partage. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve ça beau de voir l'amour en application dans la vie de chacun sur des... Parce qu'en fait, c'est facile d'avoir des belles paroles, des belles idées. D'autant plus aujourd'hui avec l'IA, on sait que tout le monde peut partager facilement, on va dire, des messages. Il y a aussi un peu une harmonisation de la pensée où tout le monde pense un peu la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste les grandes idées, c'est comment on les incarne dans la vie de tous les jours, comment on les fait vivre, comment on les confronte avec le réel. Et le réel, c'est pas quelque chose de lisse, c'est pas quelque chose de toujours joyeux. C'est au contraire, c'est tous ces endroits, tous ces fracas en fait, et comment l'amour va dans ces endroits-là. Comment, pour moi, l'amour, il y a un poème d'ailleurs qui parle de ça, de l'amour qui transforme, l'amour où tu vas dans le feu et tu en ressors en fait. Et il y a vraiment ce truc-là. Et c'est beau de le voir en expérimentation dans la vie de chacun. Ouais. J'adore. Moment-là de partage, de bienveillance, de soutien, de solidarité. C'est un beau lieu que tu crées. Merci d'être venu nous partager tout ça. Dans le chat, pareil, n'hésitez pas si vous avez un dernier mot à dire à Anna avant qu'on se quitte avec le rituel de la fin. J'ai vu qu'il y avait Euclide le Sage, pour ceux qui connaissent, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous en fin d'émission, que je salue ici, et qu'on reverra certainement dans l'émission aussi. Anna, ta citation, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors moi, ma citation, c'est forcément, je pense que vous l'avez compris tout à l'heure, c'est la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » J'adore. Merci. Et moi, c'est une citation que j'ai prise dans ton livre La vie est tellement belle, de Jean d'Ormesson, qui dit « Ce que j'ai aimé le plus au monde, je crois que c'était la vie. » J'adore. Ouais. J'adore. C'est magnifique. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler, c'est de pouvoir aimer et de pouvoir aimer la vie et d'en profiter. De s'en délecter. Pour bien vivre dans ce monde, c'est clair. C'est beau. Merci Anna, vraiment. Merci à toi Amanda. Fière de t'avoir ici avec nous. Merci pour tous tes partages et ton authenticité et tout ce que tu transmets. Vraiment, ça fait du bien. Et ça met du beau. C'est un merci réciproque. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes pour vos commentaires et vos questions. C'était beau. Merci. Merci. Au revoir.